Bienvenue du coup dans les bureaux de Pigment. Je vais être très rapide. Moi c'est Samia, je suis en charge de l'équipe de recherche chez Pigment en intelligence artificielle. Donc, bienvenue dans ces nouveaux bureaux. On a emménagé il y a 10 jours. Donc, on est ravis aussi de découvrir la manière avec laquelle l'ascenseur fonctionne. Donc, je vais vous dire rapidement 2 mots sur Pigment, même si c'est hyper compliqué de résumer ça en 2 phrases. Donc Pigment c'est un outil d'aide à la prise de décision. Donc on est parti du constat que les dirigeants d'entreprise, les directeurs financiers basent leurs décisions sur souvent des données incomplètes ou des données voire erronées. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a 2 composantes principales à Pigment. La première, c'est de pouvoir consolider les données d'une entreprise, où qu'elle soit, donc dispersées dans toute l'entreprise. Donc là, c'est un gain de temps. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut également forecaster l'impact de toutes les prises de décision. Et donc là, on est sur un gain d'efficacité. Donc Pigment, c'est 350 personnes aujourd'hui, sur 4 bureaux, à Londres, à Paris, au Canada et aux États-Unis. L'équipe de recherche en intelligence artificielle se compose de 10 personnes, il y en a quelques-uns par ici aujourd'hui. On s'intéresse à plein de choses, donc on a plein de données, et donc ça c'est super intéressant pour l'intelligence, Generative AI globalement. Donc on a des sujets d'onboarding, comment accompagner nos nouveaux clients qui utilisent la plateforme. Donc là c'est chatbot conversationnel avec du RAG par exemple. On a également comment accompagner les modelers, donc c'est les utilisateurs experts de Pigment. Et donc là, ça va être comment est-ce qu'on écrit une formule Pigment avec du langage naturel, comment est-ce qu'on fait du forecasting de time series en utilisant des modèles plus complexes parfois que le machine learning classique. Et enfin, pour les end users, donc les décideurs, comment est-ce qu'on peut leur faire de l'analyse automatisée. Et notre dernière feature qu'on a sortie, comment est-ce qu'on peut, avec du langage naturel, requêter un modèle de données très complexe. Donc voilà, donc ça fait partie de l'ensemble des sujets qu'on peut traiter dans cette équipe de Generative AI, et donc on sera ravis d'en discuter avec vous après. Et donc bienvenue. Merci. Merci. Allez, je passe sur scène. C'est l'heure de gloire de Paul. Merci à tous d'être là, ça nous fait très plaisir. Donc, quelques petits mots sur Gain. Donc les 3 que vous voyez, c'est nous 3 qui avons été un peu l'initiative de ça. Donc l'idée c'est que la Generative AI ça va extrêmement vite, vous voyez tous, très compliqué de se tenir un jour, donc généralement c'est plus facile quand on est à plusieurs à faire ce travail de recherche et de savoir un peu ce qui se passe. On a surtout des amis qui ont monté MDN, Modern Data Network, donc pour ceux qui connaissent par exemple Edouard Floriot de Aircall ou Nolwenn Béliard de SumUp. Donc ils ont montré un peu l'initiative et surtout les bienfaits d'une communauté où finalement les gens rencontrent les mêmes problématiques, s'entraident et discutent un petit peu de ce qu'ils ont pu mettre en place, ce qui marche et ce qui ne marchait pas. Et en fait, ayant travaillé dans la data, je me suis beaucoup inspiré et beaucoup lu des choses sur MDN et ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et je me suis dit, on est à l'aube d'une grosse révolution quand même sur la GenAI, pas seulement sur quel modèle vient de sortir, mais toutes les applications qui vont devoir être mises en place dans les entreprises. Et donc, on pourrait bénéficier exactement de la même chose. Donc, on s'est dit, autant regrouper un peu les practitioners et ceux qui font ça au quotidien, donc vous. Donc, super de ce côté-là. Et puis, on vient et on s'est connus, nous, au Wagon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le Wagon, c'est un gros organisme de formation international. Et donc, à travers nos différents rôles, on a beaucoup pratiqué, entre guillemets, les bienfaits de la communauté. Donc, il y a une grosse communauté de profs, une grosse communauté d'élèves, etc. Et donc, on voit au quotidien à quel point c'est une source incroyable et une valeur ajoutée énorme pour le Wagon, mais surtout pour les élèves qui viennent se former chez nous. Donc, on croit beaucoup à cette dimension communauté qui nous est chère. Et on a, je pense aussi, tout intérêt à collaborer ensemble pour discuter un petit peu, non seulement des futurs projets qu'on pourrait faire, mais aussi s'inspirer les uns des autres. Tu veux enchaîner? On se partage. Allez. Ici, oui, quelques faits, quelques infos sur le GenAI Network au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'on a lancé la communauté au mois de fin janvier de cette année, donc c'est assez récent. L'idée, c'était vraiment de faire un groupe assez exclusif. Le but n'est pas d'avoir un groupe fermé où on est juste entre nous, mais de garantir un certain niveau, une certaine qualité de discussion. Alors, des personnes qui rencontrent des problématiques, qui essayent de résoudre certains challenges et qui pourront trouver du répondant et qui pourront trouver des interlocuteurs qui vont permettre d'avancer. Aujourd'hui, on est 76 membres. Je suis belge, j'aurais dit 76, mais 76. Aujourd'hui, on travaille dans une super boîte, que ce soit en tant que fondateur, en tant que fondateur technique ou simplement en tant qu'ingénieur.
On a fatalement le Discord, dans lequel on essaie d'animer la discussion au maximum. Fatalement, de par la nature des sujets, c'est normal que tous les 4 matins, on n'ait pas des questions à se poser les uns les autres, évidemment. Le but, c'est de rendre ce Discord le plus actif possible et au fur et à mesure de trouver les clés, les sujets qui vous intéressent, la structure aussi qui peut vous permettre de poster dans les bonnes chaînes, poser les bonnes questions, même s'il n'y a pas de bonnes questions, mais vous m'avez compris. On a évidemment différentes chaînes, on a ce Weekly Roundup, où on essaye de reprendre les informations essentielles, que ce soit un sujet qui a été posté par un d'entre nous, un événement, une super nouvelle pour un des membres qui participe à un événement, qui a fait un gros release, toutes sortes de choses qui pourraient vous intéresser, qui vous permettent d'avoir en un endroit un message, parfois un peu trop tard le vendredi, on essaye de faire ça un peu plus tôt dans la journée, mais qui vous permettent d'avoir l'essence de ce qui s'est passé dans la communauté sur la semaine. Upcoming, même c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est les meet-up. Quoi de mieux que de se retrouver en personne, d'apprendre à se connaître, de partager un petit verre et surtout d'échanger en personne. On a aujourd'hui la chance d'avoir 2 speakers, Frédéric et Nicolas, qui vont partager certaines choses à propos de leur boîte, de leurs produits, et à qui vous pourrez poser des questions. Évidemment, le but, c'est de continuer à organiser des meet-ups de manière régulière. On a déjà des candidats speakers pour le premier meet-up. Merci Jean, entre autres. On est aussi en plein lancement d'un podcast. On vous en a déjà parlé, pour ceux qui lisent un petit peu le Discord. Le but est vraiment de créer un podcast qui vous met en valeur, qui donne la parole aux profils techniques sur les cas d'usage de l'IA générative en entreprise. Concrètement, comment est-ce qu'on met ça en application, quels sont les bienfaits de l'IA générative, pas par des profils business qui parlent à des profils business, par des profils techniques, des personnes qui créent ces modèles, qui créent ces outils à destination de profils techniques et moins techniques. Et ensuite, évidemment, n'importe quelle autre idée est la bienvenue. Il y a beaucoup de manières de faire se développer une communauté. On est hyper ouvert il y a beaucoup de personnes qui créent des newsletters, mais il y a aussi énormément d'autres exemples. Donc, cette communauté, elle nous appartient à tous. Nous 3, on s'est dit, OK, il y a un jour, on va la faire, cette communauté dont on parle tant, et aussi ressentir un peu cette énergie qu'on a pu avoir en wagon et la transposer sur un autre sujet. Mais elle est avant tout partagée entre nous tous, donc toutes vos idées sont les bienvenues. Le petit programme. On a déjà eu l'intro de Samia, encore mille merci de nous recevoir aujourd'hui pour le premier meet-up. Dans les tout nouveaux bureaux, ils ont déménagé il y a 2-3 jours, donc on est presque le premier locataire. C'est rare à Paris. On va ensuite avoir Frédéric qui va nous parler de Scaleway, qui va nous faire une démo live. Pas de pression, on espère que ça fonctionne. Et ensuite Nicolas qui va nous parler un petit peu de Mistral. Évidemment, il y a pas mal d'infos confidentielles, donc ça va être ce sera un peu moins en profondeur, je ne sais pas ce que je peux dire. Il y a pas mal d'informations confidentielles, donc ce sera sur Mistral en général, sur la boîte, leur challenge du moment, la vision de la boîte, évidemment. Il y a pas mal de mystères autour de cette pépite de la tech, donc on espère en apprendre un petit peu plus aujourd'hui. Est-ce que vous avez, et évidemment le networking à ne pas oublier, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire et qu'on continuera à faire après les talks. Est-ce que vous avez des questions, quelles qu'elles soient, avant qu'on démarre les 2 talks? Non? Frédéric prend le talk. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vais juste me déconnecter. On va te laisser le stade. Merci. Je vais pas rester dans le canapé. Tu peux, hein, ça fait un peu des contrats. Mais si j'ai pas de questions à poser. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Ça a l'air de fonctionner. Ouais, super. Je prends juste mon chargeur. Vas-y. Merci Frédéric. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Frédéric Bardol. Je travaille chez Scaleway, je suis lead product.
Je mets la slide en petit comme ça parce que je vais faire une démo en parallèle et ça met un peu de temps à se lancer. C'est un service qui met un petit quart d'heure à se lancer. Donc je vais lancer le déploiement, je vais faire mon talk et puis après on utilisera le endpoint que j'ai déployé pour voir comment ça marche. Disclaimer, le produit est même pas encore en private beta, il arrive en private beta lundi. Donc il y a une chance sur deux que ça marche pas. Il n'y a aucune garantie que ça marche. Donc l'idée, là c'est la console Scaleway et donc moi j'ai un petit onglet internal avec un produit qui s'appelle LLM Inference, dont je vais vous parler ce soir. Et donc je peux choisir le modèle que je déploie. Donc là je vais prendre un Mistral, tant qu'on y est. Et puis je peux choisir la quantisation. On va le mettre en FP16. Je vais le faire tourner donc, sur 2 champs. On va laisser le nom de base. On va faire un private network et un public network. Et puis on va le lancer, et puis c'est gratuit. Ah, je peux pas créer un déploiement, il n'y a plus de champ, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Vous avez vu, ça marche pas. C'était sûr, hein. C'était sûr que ça marche. Ah mais non, j'ai pas sélectionné, on va pas le mettre sur un private network, voilà. On va le juste mettre en public. Non, toujours pas. Bon. Je savais que cette démo elle allait foirer. J'ai vraiment peu de... Ah bah ouais c'est ça, les champs elles sont à nouveau out of stock. Il y en avait toutes... Ah, je peux le faire tourner en quantisé en Intuit, si je me dépêche. Okay. On va vite se dépêcher avant tant qu'il y a encore des machines dispo. Ok, c'est bon. Ok, donc là, tout est en train de se déployer avec Kubernetes, je vous explique ça en même temps. Et puis après on va la tester. Vous avez de la chance, c'est plutôt bien parti. Ok, donc le produit Scaleway LLM Inference. Donc j'ai un petit blurb sur Scaleway, on fait des services cloud et IA managés. Vous avez peut-être entendu parler, on a acheté un super calculateur il n'y a pas longtemps, notamment Mistral l'a utilisé, ils pourront peut-être en parler après. Et puis on a des H100 qui sont dispo, parfois je suis dispo, et plein de GPU. On est en Europe, on est une compagnie qui est rattachée notamment à Iliad. Donc si vous avez un téléphone et que vous êtes sur Free, c'est un peu le même groupe. Donc voilà, on est 100% français, pas d'extraterritorialité, et tout reste en France, et voilà. On s'en fiche un peu, je vais aller assez vite là-dessus, on n'est pas là pour parler de ça. Le constat qu'on a fait en 2024, c'est que si on veut du LLM managé, qu'on ne veut pas déployer nous-mêmes, qu'on veut juste avoir comme ça à consommer, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et du coup, il n'y a pas grand-chose ailleurs. C'est un peu dommage. Et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Parce que quand on parle à nos clients, donc c'est petit, je vous le lis, c'est photos générées par IA, mais textes authentiques. C'est pas des vrais visages, mais c'est des vrais textes. Donc, hello les teams Scaleway, j'aimerais savoir s'il est prévu de faire de l'inférence à des services de LLM avec des modèles sur étagère comme des Llama 8x7, des Mistral 8x7b ou des Llama 2. Ouais, ok. On pense qu'on peut le faire. Déployer un LLM par nous-mêmes, ce serait trop de maintenance. On préfère acheter un service managé dans l'idéal chez Scaleway pour tout avoir au même endroit. D'accord, bonne idée. Et c'est un gros problème de trouver un fournisseur européen pour ce genre de service. Scaleway est le seul à avoir des infos sur le site. On avait fait une petite landing page pour un peu tester l'appétit et on a eu des retours là-dessus. Donc, le plan pour 2024, c'est d'avoir un nouveau point sur la carte, ici, pour dire, en fait, du LLM managé qui est en Europe, exclusivement. Comment ça marche ? Le produit qu'on sort donc en private beta le 1er avril, c'est pas une blague, ils ont insisté pour qu'on sorte le 1er avril, le PM qui va dessus voulait que ce soit ce jour-là. On a pris un H100, voire 2 H100, ça dépend de la quantification des modèles qu'on va choisir, mais voilà, on fait tourner ça sur des H100 pour commencer. Et on sort 3 modèles, open weight, un Llama 2, 70 milliards, un Mistral UFO7B, un WizardLM, 70 milliards. WizardLM, c'est un peu pour le fun, il nous faut un 3e modèle. Donc voilà, mais les deux, c'est un peu une valeur sûre. Tous nos clients veulent, en gros, ces 2 modèles-là. Ils marchent bien, ils font l'affaire. Et sur des H100, ça tourne très très bien. Donc voilà, on commence par le truc un peu le plus gros, le plus difficile, parce qu'après, on sait qu'on sera capable de faire des choses un peu plus simples. Et donc la promesse, c'est en 2 clics, on le déploie. Vous l'avez vu, je l'ai déployé vraiment en 2 clics, quand il y a des GPU dispo. Le truc qui est hyper important par contre, c'est qu'on n'a pas lésiné sur la sécurité. Vraiment dès le départ, on veut un truc hyper sécurisé parce qu'on se dit si nos clients ils sont prêts à payer un endpoint dédié, ils veulent faire du RAG avec leurs propres données qu'ils ne veulent pas envoyer sur un API aux États-Unis, c'est qu'ils ont des données sensibles, donc il faut qu'on soit vraiment carré sur ce qu'on fait. Et donc on a fait tout
tout un tas de choses pour faire en sorte que vraiment dès le départ, on ait de la sécurité qui soit assez chouette et assez avancée, quoi. Donc ça passe par tout tourne sur un VPC, on peut faire de l'access control list, on a de la YAM pour gérer l'identité des gens qui touchent au service, on n'a aucun stockage des données et on a du monitoring qui est intégré via un graph ANO managé qu'on propose. Et je vais faire un petit focus sur le VPC et sur le stockage des données. VPC, j'en parle parce que quand on voit, genre ça c'est une doc d'NVIDIA, où ils disent bah voilà comment on fait du RAG et tout, c'est cool. Sauf que là-dedans, bah, en fait il n'y a pas de réseau, quoi. Oui, le réseau, il y a pas de, enfin c'est vraiment une architecture vraiment très basée sur les différents outils, mais quand on parle à des DSI, tout ça, ils disent bah mais comment ça marche, est-ce que c'est bien isolé, est-ce que c'est sécurisé, enfin, c'est déjà bossé avec des grosses boîtes, vous voyez ce genre de discussion, quoi. Et pour un DSI, Internet c'est ça, quoi. Je suis content de cette image, j'ai généré avec GPT-4, elle est assez cool. Je lui ai dit fais-moi un dessin d'internet qui fait peur. Elle m'a fait cette espèce d'araignée effrayante, un peu la Matrix. Donc voilà, donc ça c'est internet, et là les utilisateurs ils sont là, et donc on veut pas que les données elles soient là aussi, quoi. Donc l'idée c'est que si on fait une app avec du RAG sur Scaleway, ben, on peut faire l'application sur une instance CPU, le modèle d'embedding chez nous, la vector DB qui tourne là, le endpoint qui est aussi hébergé chez nous. Ça passe par un public gateway, et puis tout est dans le VPC, tout est isolé du réseau. Donc c'est cool parce que si jamais quelqu'un arrive à rentrer, bah, il ne rentre pas direct dans votre LLM, il n'a pas directement accès à vos données qui sont dans le vector DB. C'est une architecture simplifiée, mais ouais, vous voyez le concept, quoi. C'est protégé du reste d'Internet, de ce qui fait peur. Il n'y a pas des grosses araignées qui vont rentrer voler vos données, ce qui est assez cool. L'autre point qui est hyper important pour nous, c'est que on s'en fout complètement des données des gens, parce qu'on n'entraîne pas de modèle, on ne vend pas les données, et en fait, le service à l'heure actuelle, c'est juste un conteneur qui tourne avec du Kubernetes, et en fait, il y a vraiment rien qui est sauvegardé, quoi. Ça rentre, ça sort, et puis voilà, nous, on voit rien de ce qui se passe, et on stocke rien. On pense peut-être plus tard le stocker dans DS3 pour les gens qui veulent avoir leur log et puis le suivre. Peut-être qu'il y a des gens qui utilisent aussi Scar, qui vont pouvoir le connecter pour avoir du suivi, de voir comment le modèle évolue. Mais nous, on stocke rien de notre côté. Et on n'a pas envie de le faire et ça nous va très bien. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Aucun stockage à aucun moment. Un autre truc qui est assez cool chez Scaleway, c'est qu'on a des data centers assez peu énergivores, relativement. C'est quand même des GPU, donc ça consomme quand même pas mal. Mais au moins, nos GPU, ils sont dans un data center, c'est DC5. C'est un truc à refroidissement diabatique. C'est-à-dire qu'on refroidit l'air avec de l'eau qui passe et qui s'évapore. Et du coup, c'est un truc qui est utilisé depuis l'Antiquité. Et c'est vrai que ça consomme assez peu d'électricité, assez peu d'eau. Et donc c'est assez cool. Et donc on est hyper content d'avoir... c'est des chiffres qui ne vous parlent pas trop, mais donc pour les gens des data centers, c'est assez classique, des Power Usage Effectiveness, Water Usage Effectiveness, et ces chiffres, ils sont bons. Vous pouvez aller checker sur Internet, c'est un film private. Demandez à ChatGPT si c'est des bons chiffres, mais voilà, c'est des chiffres qui sont assez cool. On a des rapports d'impact pour en parler plus en détail. Quand est-ce que ça fait dispo? Donc la private beta qui arrive Q1 2024, on va dire que le 1er avril, c'est Q1, ça marche, hein. Dites pas à ma boss que c'est Q2, sinon je n'aurai pas ma prime, mais on va dire que c'est bon. Et on veut continuer à aller beaucoup plus loin, ça c'est vraiment que le début. Aller plus loin, ça veut dire qu'on veut proposer le service aussi en API. Là, ce que je veux vous montrer, c'est un service dédié. C'est-à-dire que c'est une machine, un client, un endpoint, donc c'est vraiment un truc pour des gros usages, très sécurisé, mais gros usages. On veut faire de l'API aussi à serverless, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus. On veut aussi offrir plus d'options de GPU, peut-être même sur certains modèles qui tournent sur des CPU. On a de l'ARM en plus, donc pourquoi pas. Et puis proposer beaucoup plus de modèles, hein, là c'est vraiment juste pour commencer. Et donc on veut grandir au fur et à mesure de l'année. On a une Launchpad, une page, si vous voulez aller voir sur notre site qui s'appelle LLM Inference, vous pouvez la scanner, c'est scaleway.com/LLM Inference. Je vous laisse 2 secondes si jamais vous voulez la scanner, et après on va retourner sur le endpoint et voir ce qui se passe. Il est encore en creating, hein, c'est vraiment faut tout déployer. Donc en fait dessus on déploie un load balancer, on déploie le VPC, on déploie un cluster Kubernetes, on déploie des pods, on récupère toute l'infra qui fait l'inférence, on récupère le modèle. Donc voilà, ça met un peu de temps à se lancer. Donc je vais prendre des questions en attendant qu'on puisse commencer à discuter avec le Mistral sur le public endpoint. Alors.
Oui. Moi j'ai une question très bête du coup. Pardon. Du coup les serveurs ils sont à vous en physique? Ouais. Enfin, et quand tu dis que vous avez acheté un supercalculateur, c'est que vous avez acheté un supercalculateur. Ouais, on a des data centers. Scaleo, c'est un cloud provider. Donc on a plein de hangars à Vitry-sur-Seine, non, c'est quoi les autres? On a un gros qui est à Vitry-sur-Seine. Et donc en gros, on a des racks avec des serveurs et des GPU. Et donc et le supercalculateur, c'est des DGX Nvidia là, il y en a 1000 connectés ensemble. Donc celui-là il est cher. Mais voilà, on a aussi des H100 disponibles à la demande. Ah oui, du coup, ça là où tu disais que c'était pas encore dispo, machin, c'est parce que tu cherchais Donc, des licences, c'est ça? Ouais, en fait, du coup, le service pour l'instant, comme c'est les gros modèles, ça tourne que sur les H100, là, les derniers, enfin les plus récents, j'ai plus d'NVIDIA. Et on est en train d'en recommander, mais on a un peu. Il y a des heures dans la journée où on est out of stock, parce qu'ils sont tous consommés par des gens. Et donc nos produits tournent là-dessus, donc voilà, on est en train de voir aussi comment on fait des instances que tu peux réserver, des instances stock. Le service sera là-dessus. Puis après, on fera d'autres modèles qui tourneront sur des plus petites machines. On vient lancer des L4 qui sont plus petites, mais qui permettent de faire tourner des modèles 7 milliards. Et donc, ça pourra être produit pour aussi tourner là-dessus. Il y a des questions là? Oui, je me demandais, par exemple, là sur une H100, un Mixtral quantisé comme ça, c'est quoi à peu près le throughput? Genre, il traite combien de requêtes? Le throughput et le time to first token, on n'a pas encore eu le temps de runner les benchmarks. Okay. Mais du coup, justement, on attend la private bêta pour calculer ça. Okay. Et on se dit c'est nos clients qui vont faire aussi. On leur file une machine gratos et il faut qu'ils nous aident à bencher, quoi. On est prêt à vous aider. C'est gentil. Mais de ce qu'on teste, nous comme ça, juste pour jouer à la main, ça va vite et ça, on n'a pas réussi à le faire tomber. Enfin, c'est solide, quoi. C'est un peu très stylé. Mais j'ai pas du chiffre, quoi. Je peux pas te dire. Et il n'y a pas de streaming encore pour l'instant. On bosse dessus, mais c'est que du batch. Tu dois attendre d'avoir toute la. En fait, c'est un peu chiant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Et par rapport au service d'inférence de Hugging Face, quels sont les avantages ou inconvénients? Est-ce que Hugging Face propose aussi 100% en France ou dans... Alors, Hugging Face, c'est marrant, j'étais en discussion avec eux ce matin. On aimerait bien pouvoir proposer un service pareil chez nous. Pour l'instant, ils sont avec les hyperscalers. Ils sont avec donc, GCP, avec Azure et avec Amazon. Il n'y a pas d'offre Scaleo encore. Mais on est en train de voir comment on pourrait faire une offre ensemble pour pouvoir tu puisses déployer n'importe quel modèle Hugging Face. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est juste voilà, une sélection de modèles open weight qu'on est obligé de recompiler en plus, parce qu'on les fait tourner avec un certain serveur d'inférence qui oblige à compiler les modèles. Et donc voilà, c'est un truc. Bientôt. Pour bientôt, on espère. Ouais. Pour continuer un tout petit peu sur les acteurs français ou européens, OVH, on l'a pas vu tout à l'heure dans la carte, ils font des choses. Ouais. Comment ça se place par rapport À ma connaissance, ils font pas encore de service de LLM managé. Ils font des choses, ouais, ils ont des notebooks par exemple, nous on n'en a pas encore. C'est un peu dommage, tu peux pas lancer facilement un notebook sur Scaleway. Ce qui est un peu dommage, on est en train de bosser dessus, mais on s'est dit quitte à choisir, autant lancer en premier notre produit de France. Donc normalement, quand ça sortira, on sera les premiers à le faire, on sera les seuls aussi. C'est pareil, les H100, on avait un peu d'avance. Comme on a acheté les supercalculateurs à Nvidia, en fait, on a pu avoir les H100 aussi en avance. Donc on a été les premiers à les sortir. Ils en ont maintenant en OVH aussi, les H100. Mais on a été les premiers, c'est un peu la course, tu vois, c'est le truc. Pour l'instant, sur ces trucs-là, on sera les premiers, même si ça va pas durer longtemps. Sur leur Discord, ce matin, ils ont ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelait AI Endpoint. Donc, ça va supposer qu'il y a sûrement un truc assez similaire qui mijote. Ouais. Du coup, là, tu spawns toute une infra, enfin, ton déploiement fait spawner toute une infra, etc. Oui. La question, c'est qu'est-ce que tu billes exactement? Enfin, quel est le pricing en fait? Ouais. C'est au token? C'est quoi? Sur ce, alors, on va faire deux choses. Il y aura du pricing au token pour le produit serverless qu'on va sortir plus tard. Ouais. Mais là, ce produit-là, c'est tu payes à l'heure. Okay. Et tu payes un forfait. C'est-à-dire qu'il y a plein de services qui sont pour toi. Il y a une IP, il y a un VPC, il y a le load balancer, il y a l'H100, il y a le disque aussi. Et en fait, tu payes un forfait. On n'est pas encore clair sur le pricing. Ce sera évidemment plus cher qu'une H100 à l'heure, ce qui est déjà relativement cher. Mais voilà, tu as juste à cliquer et à tout lancer. Et pour l'avoir fait nous-mêmes, construire ce truc-là, c'est un peu chiant quand même.
Surtout si tu veux que ça aille vite, surtout si tu veux que ça marche bien sur les derniers trucs Nvidia, c'est assez compliqué. L'avantage, c'est qu'on bosse avec Nvidia, encore une fois, on leur achète des machines, donc on est partenaire avec eux, donc quand on a un problème, ils nous débuguent, ils modifient le code, et donc ça permet d'aller plus vite. Et je vous souhaite pas d'avoir à faire ce travail-là. C'est un tas vraiment d'infra, de faire du cube, ça c'est... Et oui, parce qu'après, on veut aussi que là pour l'instant, c'est juste, on lance une machine, mais comme c'est sur un cluster cube, on pourrait scaler autant qu'on veut. Après, le prix il augmente aussi, il pourra décoller assez rapidement, mais vu que c'est basé sur notre produit Cube Manager, on peut le faire décoller quand on veut. On peut peut-être l'utiliser en fait quand il est en creating, hein. Je sais même pas. Si je rafraîchis la page, il se passe quoi? Peut-être c'est juste une question d'affichage. Ah, deploying, c'est mieux que creating, j'ai l'impression. On a changé. Peut-être si on a encore une ou deux questions pour utiliser en live. Oui. Ouais, du coup, là, tu as choisi les modèles avec des poids. Enfin, en gros, si je veux fine-tuner un modèle et que je veux mettre mes poids dans le truc, c'est possible là ou... Pour l'instant, non, c'est pas possible. On veut que ce soit possible à la fin de l'année. Okay. Parce que on sait qu'il y a un besoin, mais voilà, il fallait déjà qu'on commence par faire ce produit avec des modèles open weight. À mon avis, si tu fais une tune, tu vas être basé sur un truc à peu près équivalent, donc on sait qu'on saura le faire. On a pris une archi, enfin un serveur d'inférence qui fait que ça va marcher, mais voilà, on se focus. Le problème, c'est que si on veut faire ça, il faut aussi qu'on construise un modèle registry qu'on n'a pas encore, aussi dans la roadmap. Et donc voilà, on a plein de choses à construire. On a déjà des registries pour des conteneurs, c'est assez similaire. Mais il faut qu'on rebosse sur le produit pour que tu puisses déployer ton modèle. Comment ça marche. C'est prévu. Oui. J'ai pas vérifié ce que je veux dire, mais il me semble que Grok propose des inférences, des endpoints d'inférence LLM en Europe. Ok. Et du coup, ils utilisent des LPU et bref, du hardware spécialisé. Déjà, où est-ce que ça se place sur la carte? Est-ce que vous avez étudié la question et est-ce que vous avez l'intention d'utiliser du hardware spécialisé pour les LLM? Ouais, on a étudié la question. De toute façon, ma carte, elle a un peu. Ça donne bien à nous, tu vois. Évidemment que tous les hyperscalers, ils ont des serveurs en Europe aussi, tu vois. Ils ont des sociétés en Europe. On était à un meetup chez Google encore, un meetup Paris.ai, c'était chez Google. Donc, on peut considérer que les hyperscalers, ils sont en Europe aussi. La question, c'est est-ce que tu es soumis à une juridiction extraterritoriale ou pas? Est-ce que tu as une société qui a une emprise aux États-Unis ou pas? Parce que nous, il y a nos clients qui nous disent moi, je peux pas, tu vois, quand on bosse avec des ministères comme ça, ils nous disent je peux pas bosser avec des boîtes comme ça. Ah oui, et donc, nous, on en appartient à IA d'Xavier Niel, tu vois, ce genre. Les serveurs, ils sont à Vitry, donc on n'a aucune emprise aux États-Unis. Et donc, oui, quand tu vas voir un hyperscaler, il va dire mais non, en Europe, on est souverain et tout. Et nous, on dit qu'on n'est pas souverain exactement. Et sur la partie LPU, du coup tu veux dire le hardware spécialisé Oui, bah, il y a on a discuté avec... on discute avec plein de gens, en fait. On a discuté avec tous les gens qui font du hardware. On discute avec des gens qui font de l'ARM, on discute avec des gens qui font des hardware spécialisés et on est fermé sur rien. Notre stack, elle est compatible avec à peu près tout. On ne veut pas se loquer avec Nvidia, on part avec eux parce que ça va plus vite et qu'ils ont des bonnes décales pour l'instant. Mais on veut à terme, on ne veut pas s'enfermer, on ne veut pas non plus nous-mêmes être prisonniers d'Nvidia. Voilà, à terme, il y aura d'autres machines aussi. Il y a une question au fond. Moi aussi, c'était Grok, mais la partie hardware. Ouais. Alors pour info, on les a vus en plus, ils sont venus à notre bureau il y a 2 semaines qu'on a parlé avec eux. Et franchement, c'est vrai que ce qu'ils font, c'est impressionnant. Alors, démo, elle est pas. Pour le coup, ça ne marcherait que pour de l'inférence. Mais là, comme il y a aussi la proposition de faire un training, ça veut dire proposer 2 machines, ça serait possible ou... Ça dépend. Pour l'instant, il n'y a pas de. Vu que les modèles, on les recompile pour les machines avant de les servir en inférence, on pourrait reprendre, on pourrait traîner sur n'importe quel hardware et faire de l'inférence sur n'importe quel hardware. Et ça serait transparent pour le client final? Bah oui, si on fait des produits, si on fait bien du produit, normalement. Parce que là, par exemple, la facturation, c'est par rapport à Nvidia. Ouais. Enfin, par rapport à cette Nvidia, alors que Grok, c'est beaucoup moins cher en termes de coût. Ouais.
L'inférence serait moins chère, tout simplement. Mais la question c'est est-ce que tu peux faire tourner un aussi gros modèle que ça sur du gros? Faut voir, peut-être. Ah oui, c'est la promesse. C'est la promesse, ouais. Mais Après, je sais pas. Mais Grok, c'est qu'une API, c'est pas toute une infra comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, Mais ils vendent aussi le matos, quoi. Donc si tu installes le matos dans tes data centers, oui, tu peux faire non, mais avec. je veux dire, c'est pas un cloud provider qui instancie toute l'infrastructure en un clic. C'est soit une API, soit du hardware. Ouais. Donc c'est pas exactement la même, mais du coup, c'est intéressant pour ce qui est loué d'intégrer ou de penser aux hardware spécialisés. Pas qu'il faut le faire maintenant, mais juste Non, mais c'est clairement- pas se fermer, effectivement. On a plein de choses à faire. On va essayer de tester le endpoint. Après, on va voir s'il répond. Je suis pas sûr. Sinon, je le ferai à la fin pendant le cocktail. On ira lui poser des questions à notre LLM heuristique Calam. On va lui faire quoi? On va faire un cœur là. Vous voyez le pompe terminal, pour l'instant je le teste déjà et après je vais si ça marche. C'est pas hyper probant. Il n'a pas l'air content. Bon, j'attends qu'il se déploie et on fera une démo. Je vous montrerai un cocktail. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Alors que je rends le micro. C'est peut-être confidentiel, mais au niveau du serveur d'inférence, peut-être partie techno qui existait déjà ou peut-être un truc complètement. Ok. C'est pas on n'en parle pas publiquement, mais c'est pas non plus confidentiel parce que je pense que tu peux retrouver. Si tu creuses un peu, tu peux voir ce qu'on a. On est parti sur Triton. Ouais. Parce que c'est plutôt à l'état de l'art, ça marche bien, c'est hyper rapide, hyper optimisé. Et on a Tensor RTLM dessus. La difficulté, c'est faire marcher Triton, Tensor RTLM, les modèles quantisés. Et quand tu commences à tout mettre ensemble, c'est un peu galère. C'est ça notre stack. Et une question du coup, après avoir, mais pour le rack du coup, on peut faire tourner n'importe quel DB de vecteur. En fait, qu'est-ce que je comprends pas, ce que tu peux faire tourner exactement dans l'infra du coup? Ouais. T'as des conteneurs. En fait, comme on a un cloud provider, on a tout un tas de choses que tu peux lancer chez nous. Donc tu peux déjà faire de la vector DB. Ouais. Il n'y a pas de truc, c'est pas managé, c'est à toi de lancer le conteneur et... Ouais, c'est à toi de créer toutes les briques de ton infra pour faire du rack. Ok. OVH, typiquement, ils ont pris un autre parti pris, ils se sont dit, OVH, dans leur démo qu'ils ont présenté pendant leur Cloud Summit, c'était tu drop tous tes fichiers en Markdown et nous on te fait un chatbot. Ouais. Moi j'ai du mal à croire à ça parce que je pense que tu peux faire des POC avec ça, mais que tu veux faire un truc en prod, tous les gens à qui j'ai parlé qui font du rack vraiment vénère dans l'entreprise, c'est plus compliqué que ça. Donc nous on s'est dit, c'est pas notre boulot en tant que cloud provider de faire du RAG, par contre notre boulot c'est de fournir des belles briques qui marchent bien et de s'associer avec des partenaires. Donc on discute, on a plein de partenaires en ce moment, plutôt des boîtes de consulting data, pour faire du RAG avec eux. Donc nous on fournit les briques techno, eux ils ont des clients qui ont des questions de souveraineté, et on fait une offre ensemble packagée. Et donc on a le LLM, l'embedding ça arrive bientôt aussi. Mais tu peux déjà le faire avec un conteneur parce que l'embedding c'est facile à déployer. Base de données vectorielle, on la gère avec, comment ça s'appelle? On a de la base de données managée et de la base de données serverless. On a du Postgre, tu peux mettre pgvector dessus, ça fait un truc. Tu peux stocker tous tes documents sur S3 et après tu construis tout ça dans ton VPC. Du coup, dans le cas de base de données des vectoriels, vous stockez les données, on ne stocke pas les données comme... On ne stocke pas les prompts et les réponses. Mais oui, effectivement, si je veux avoir du RAG, il faut que les données elles soient stockées là. Mais ça reste sur un VPC. Mais par contre, quand les utilisateurs vont requêter le LLM, nous on ne stocke pas juste sur l'API du LLM. Oui. Et est-ce que, donc là pour l'instant c'est déployé sur des H100, est-ce que je crois qu'il y a des L40 L40S qui arrive bientôt. Et est-ce que vous prévoyez du coup d'adapter cette techno au L40S? C'est déjà le cas. Alors on a reçu les L4 il y a 2 semaines. On arrive à faire tourner des modèles 7 milliards dessus. Ok. Donc ça marche déjà sur les L4, on va l'ajouter bientôt. Et après les L40S viendront, on va ajouter des modèles dessus. Génial. On a même des Java 200 qui ne sont pas sur catalogue, qu'on teste en interne, c'est très très cool. Mais là le prix, je vois ça va être un autre problème. Mais oui, ça va être dispo sur plein d'autres types de GPU, et, voire même de CPU, si ça tourne. Excellent.
Super. Donc, merci pour votre écoute. Et puis, on va faire la démo. J'ai combien de temps encore? Combien de temps? Vas-y, go. Je go, ok. Parce qu'attends, j'ai même pas mon token d'authentification et tout. Hein. C'est ready, mais il faut que je... Ah, tu vois, typiquement, là, le copier-coller, il marche pas parce qu'il me fait des breaklines à chaque fois. Et donc, quand je copie-colle dans mon terminal, ça marche même pas, c'est dégueulasse. Oh là là là. Bref, je suis désolé que vous ayez à subir ça. Ok. Ok, tac, tac, tac. Je suis désolé, je mets la requête un peu en forme, je préfère que vous ne voyez pas ça. Ok, je me suis pris un forbidden, on progresse parce que j'ai pas mis mon token d'authentification. On va y arriver. On va générer un token. Bon, je vais peut-être pas vous le partager mon écran parce que si vous piquez mes tokens, ça va être compliqué. Je vous le fais offline et après je remonte le résultat. Hop. Une application minutieuse. En fait, il y a pas mal de trucs à beaucoup et des produits qui sont des goûts présentés dans Ok, j'ai une bonne nouvelle, ça fonctionne. Bravo. Pour une démo live, bravo. Franchement, attends, j'ai pas encore partagé mon écran, je me la raconte peut-être pas tout de suite. Donc je vous partage mon plein écran. J'ai mis le token dans une variable, donc en plus vous ne le verrez même pas. Hop, ok. Donc là, je fais une requête post. Je lui dis quelles sont les étapes pour créer un personnage de D&D. Hop, je lance la requête. Si tu peux zoomer, c'est mieux. Ouais, ok. Là, on n'aura pas vu ton token. Là, c'est trop bon. Ok, est-ce que quelqu'un a une question à poser Une thèse de bureau. Ok. On va lui demander s'il connaît Scaleway. Je suis sûr qu'il va pas connaître, je vais être triste. Eh si, Scaleway is a cloud computing provider. C'est conflit d'intérêt. Donc voilà, donc on a réussi en une demi-heure à l'école service. À Vitry. Donc voilà, c'est ça. La réponse. Alors je t'envoie la prochaine question. Non mais donnez-moi une vraie question comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas quelqu'un. Vitry qui gère son Google. Alors on va demander où est Vitry-sur-Seine, comme ça, voilà. Ça c'est une question qui n'était pas prévue.
Et il connaît Vitry, voilà. C'est en Europe, à côté de Paris. Super. Voilà. Merci à tous. Bravo.